Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre à Controverse, l'émission de débat contradictoire sur la télévision de Burkina. Ce soir, un sujet passionnant et polémique à la fois. En ce moment, la fronde sociale, les mouvements se suivent, se durcissent même par moments. Avec la semaine dernière, un exemple avec donc la grève du Sincha, sans service minimum. Pourquoi autant de mouvements et quelle réponse du gouvernement? C'est le sujet qui vous sera soumis ce soir avec comme invité sur ce plateau le ministre Éric Bougouma. Il représente le gouvernement. Avec nous aussi ce soir, M. Augustin Blaise Hien, il est de l'unité d'action syndicale. Avec nous ce soir, M. Émile Paré, il est du mouvement du peuple pour le progrès. Et avec nous ce soir, M. Abdul Karim Sango, il est enseignant. Vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 25 40 79 03 ou encore en postant vos messages sur notre page Facebook RTB. Et voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'être venus sur ce plateau pour parler donc de ce sujet, comme je l'ai dit, aussi passionnant que polémique. La question qu'on se pose tout de suite avec ces mouvements, parce que c'est des mouvements qui ont un point commun, l'amélioration des conditions de vie et de travail. On se pose la question, mais pourquoi justement une telle fronde en ce moment? Monsieur Augustin Blaise Hien. Merci, c'est un honneur et un plaisir pour moi de participer à ce débat. C'est l'occasion aussi d'expliquer à l'opinion publique les ressentiments et les attentes profondes du monde du travail. Pas le monde du travail seulement, des Burkinabés dans leur ensemble, par rapport à ce qu'ils ressentent. Et pourquoi cette fronde sociale? C'est un constat général j'allais dire, des difficultés que les gens ont, chacun dans leur travail, à pouvoir même souvent s'exprimer, d'une part. D'autre part, à pouvoir également, comme on dit, joindre les deux bouts. Surtout lorsque par ailleurs on a l'impression qu'il y a deux Burkina. Et aussi souvent, Deux Burkina, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des gens qui sont tout de suite, on règle leurs problèmes, d'autres on ne les écoute pas. Qui, les magistrats, vous voulez dire par exemple? Je n'ai pas cité de nom, mais je veux dire que ici également, ce qui peut aussi exacerber les choses, c'est qu'on n'a pas une oreille toujours attentive aux préoccupations des travailleurs. C'est le sentiment général qui se dégage. Alors, monsieur le ministre, on a l'impression que vous n'avez pas une oreille attentive et surtout, vous faites du deux poids, deux mesures pour certains et pas pour d'autres. Je voudrais dire d'abord que dans un état de droit démocratique, les mouvements sociaux sont inévitables. Ils sont même nécessaires parce que les espaces de liberté sont créés. Effectivement, nous constatons une récurrence des mouvements sur le front social. C'est vrai, il l'a dit, il y a beaucoup de sentiments d'insatisfaction de la part des travailleurs. Il peut y avoir aussi le sentiment que l'écoute n'est pas suffisante, mais je voudrais dire que s'il y a bien un gouvernement qui, par sa nature, et même par sa vocation, parce que c'est un gouvernement fondamentalement social-démocrate, qui place le dialogue social comme un outil indispensable à l'apaisement des relations entre les gouvernants et les travailleurs. Donc je voudrais redire tout simplement que effectivement il y a une fronde sociale qui peut se justifier également par une attente très forte de la part des travailleurs. C'est parce que d'une certaine manière, les travailleurs sont convaincus que ce gouvernement peut apporter les solutions aux problèmes qui durent depuis de longues années. Donc nous comprenons, et c'est pour cette raison que le leitmotiv de notre gouvernement, c'est tendre la main au partenaire social, c'est écouter le partenaire social. Vous avez suivi les rencontres qu'il y a eu
entre le Premier ministre et son gouvernement, ainsi que les partenaires sociaux. Un cadre a été mis en place, un cadre de concertation permanent qui va se réunir d'ailleurs dans les prochains jours pour approfondir la négociation. Mais comme vous le savez, la négociation exige deux conditions. La première, c'est qu'il y ait la confiance entre ceux qui se parlent. Et la seconde, c'est que chacun reconnaisse ce que représente l'autre. Alors, on vous a compris, on va évoluer dans le débat. Monsieur Sango, vous n'avez pas l'impression, en réalité, que le gouvernement tend la main comme l'explique le ministre, parce que on vous a suivi dans vos postes et vos déclarations très souvent. Vous dites, en réalité, le gouvernement est responsable de la situation. Mais évidemment, puisque le gouvernement a été élu pour apporter des réponses aux préoccupations, non seulement du monde des travailleurs, mais aux préoccupations des citoyens. Et le gouvernement a présenté un programme au terme duquel il a pris l'engagement de travailler à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, mais des Burkinabés de façon générale. Et donc, de ce point de vue, le ministre lui-même l'a reconnu, les revendications portées par les syndicats sont tout à fait légitimes. C'est d'autant plus qu'on est dans un contexte où, le ministre, je le répète, je reprends son mot, les espaces de liberté sont créés, mais moi je dirais plutôt qu'elles ont été conquises par les syndicats et bien d'autres acteurs. Alors, à partir de ce moment, lorsque les syndicats posent des problèmes, mon sentiment, et je souhaite me tromper, c'est que dans la démarche du gouvernement, directement ou indirectement, c'est de donner l'impression qu'il y a une tendance maximaliste de la part des syndicats. À partir de ce moment, un élément qui est important dans le processus de négociation que le ministre a indiqué, c'est la bonne foi. À partir du moment où je pose un problème, vous considérez que j'exagère d'une certaine façon, le climat de discussion devient difficile. Et donc je pense qu'on va arriver probablement dans l'aspect proposition, je pense qu'il y a des efforts à faire du point de vue du gouvernement dans l'approche. Et c'est ce que j'ai écrit en fait. Vous parlez souvent même de suffisance ou d'arrogance. Oui, j'ai le sentiment que... et c'est ce qui me surprend un peu, parce que c'est un gouvernement qui est venu dans un contexte post-insurrectionnel. Et j'ai le sentiment que certains réflexes qu'on remarquait chez certains gouvernants de l'ancien régime, d'une certaine façon, ça transparaît. On commence par dire, ah non, ils exagèrent, ils sont irresponsables, il n'y a pas le service minimum. Alors, à partir de ce moment, vous bloquez, mon sentiment en tout cas, le dialogue. Je vous donne un seul exemple pour conclure là-dessus. Vous voyez la crise au ministère de la Santé. De mon analyse, il me semble que dans la gestion de l'affaire de la CAMED, par exemple, déjà, il y avait un point de blocage entre le gouvernement et les syndicats. Parce que j'ai lu la déclaration du SYNCHA sur ce problème. Donc, à partir de ce moment, il faut travailler à créer un contexte de sérénité. Voilà. Un climat de confiance. Alors, je vois le docteur Émile Paré sourire. Oui, je souris parce que je crois qu'il y a une exagération de certaines situations. Vous savez, le gouvernement actuel est entre le marteau et l'enclume vis-à-vis des revendications sociales. J'ai compté le nombre de grèves, le nombre de syndicats qui sont mis en mouvement depuis la prise du pouvoir par le MPP. Mais ça vaut 8 ou 9 grèves, des organisations syndicales différentes. En moins d'1 an, on n'a jamais vu ça au Burkina Faso. Donc, effectivement, l'espace de liberté lorsque les premiers sont sortis, tout de suite... Non, mais si je regarde, le président a été installé le 29 décembre. Immédiatement, les syndicats des magistrats lui ont donné le couteau à la gorge. Et le président... Et il a répondu tout de suite. Non, mais respectant, quand même, c'est un homme de parole. C'est une décision, c'est un statut des magistrats qui a été voté par la transition à laquelle toutes les forces vives de la nation ont participé à sa gestion. Les syndicats, la société civile et les partis politiques et l'armée. Vous connaissez ça. Donc le président Roch n'a fait que signer le décret pour quand même respecter cette transition dans ses décisions. Mais ce n'est pas lui qui a eu effectivement adopté ce statut.
Mais très vite, lorsque les magistrats ont eu gain de cause, rapidement on a vu les greffiers, rapidement on a vu les GSP, rapidement on a vu l'action sociale, rapidement on a vu les journalistes, rapidement on a vu les chinchas, la santé, après on a vu les impôts, etc. Donc cette cascade de revendications ou de grèves légales, légitimes, puisque cet espace conquis, tout le monde sait que quand il y a une oppression, dès qu'on libère les forces, on peut s'attendre à de tels mouvements. Donc on explique effectivement ce mouvement. Mais ce gouvernement ne doit pas être démagogique. Donc, entre le refus systématique, dictatorial de l'ancien régime face aux revendications des travailleurs, il ne faut pas opposer une démagogie politique qui consiste à dire qu'on peut satisfaire ipso facto toutes les revendications sans s'asseoir, sans dialoguer, sans analyser, sans au fond le contexte économique et social dans lequel nous avons pris le pouvoir. Alors, donc, voilà comme ça, de cette manière. Mais je voulais relever quelque chose que le professeur Sango a dit. Arrogance, suffisance, mépris. Bon, je crois que les gens vont souvent sous la forme plus que sur le fond. Chacun a une manière de s'exprimer. Bon, la manière de s'exprimer du docteur Paré peut être vue comme arrogant, la manière de s'exprimer du professeur un tel peut être trouvé méprisant. Mais c'est des styles. Mais le fond demeure qu'il faut effectivement un dialogue autour de ça. Le président Roch, si vous lisez son programme, le dialogue social est un point clé de ce programme. C'est un point clé, et nous l'avons expliqué. Les travailleurs et les syndicats font partie de la social-démocratie. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un bras de fer entre ce gouvernement social-démocrate et le mouvement des travailleurs. Alors, les travailleurs, donc... Oui, M. Sango, allez-y, il répond d'abord avant que... Que j'ai l'impression. Oui. Il appartiendra peut-être aux syndicats, aux travailleurs de le confirmer. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas dit que c'est exactement ça. C'est une impression que, quand je regarde de loin... Monsieur Yann, justement... Puisque le gouvernement est interpellé, je pense que cette impression que vous avez, elle peut être aussi le fruit d'une imagination. Parce que j'ai parlé de la confiance et de la reconnaissance de l'autre. Il faut reconnaître qu'il y a un gouvernement qui s'est installé après une élection démocratique. C'est un gouvernement qui a un programme, c'est un gouvernement qui est engagé à réaliser son programme, et il est très clair que ce n'est ni en 6 mois, ni en une année, que l'ensemble des problèmes légitimes, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas légitimes, on aura l'occasion de revenir là-dessus, il y a des revendications qui sont parfaitement légitimes, et ces revendications-là font partie des engagements qui ont été pris par le gouvernement. Je termine en disant tout simplement que le pacte national pour le renouveau de la justice, qui a fait l'objet d'une concertation très large en mars 2015. Pour les autres, c'est pas légitime. C'est légitime parce que nous y avons participé avant même d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Tous les acteurs ont été associés. Il aurait été irresponsable de ne pas tirer les conséquences à partir du moment où les acteurs de la justice avaient décidé, en tout cas, de bloquer cette institution. Alors, M. Yen, oui, il y a des revendications légitimes, d'autres pas légitimes. Oui, Alors, ce sur quoi très souvent les syndicats s'appuient, c'est notamment la satisfaction de la plateforme des magistrats, notamment du monde de la justice, et donc les autres veulent s'en inspirer. Alors que ces revendications, justement, des magistrats découlent du pacte sur le renouveau de la justice. Non, je m'inscris en faux parce que ce n'est écrit, les syndicats n'ont écrit nulle part que c'est parce que les magistrats ont eu ça qu'il faut aussi. C'est une nécessité. C'est depuis longtemps que les travailleurs revendiquent des meilleures conditions de vie et de travail pour eux et leurs familles, à tous les niveaux. Mais nous observons dans ce processus que souvent, et je le répète, on n'a pas le sentiment qu'on est écouté. Et on a le sentiment souvent que lorsque nous rentrons en discussion, les gens ont le dos du mur, ils pensent qu'ils sont obligés de prendre des engagements. Et par la suite, lorsqu'ils sont coincés, c'est par la presse interposée que les gens répondent. Alors qu'on a déjà, au début, on s'est assis pour parler. Mais s'il y a des difficultés qu'on se retrouve, je l'ai dit une fois, on n'a jamais tourné le dos, la main au dos, on n'a jamais tourné la main du gouvernement dans le dos pour l'obliger à prendre une décision.
déjà on a une panoplie d'engagements pris par le gouvernement qui ne sont pas respectés. C'est là ça. Donc on a le sentiment qu'il n'y a pas tellement une considération que, comme le ministre l'a dit, pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait une confiance de part et d'autre. Ça, c'est un. Mais il faut qu'il y ait aussi la considération. Il faut que ceux qui sont en face pensent que l'autre aussi a un sens de responsabilité. C'est un citoyen du pays. Il travaille aussi pour la construction de ce pays. Il contribue par ses efforts donc à la formation de la richesse. Mais il est obligé d'être un peu aussi, j'allais dire, de revendiquer lorsque cette richesse est inégalement répartie. S'il y a des iniquités, s'il y a de l'injustice, il est obligé donc de réagir pour attirer l'attention. D'abord, dans un premier temps, en voulant aller au dialogue. C'est parce que le dialogue, lorsqu'il n'est pas constaté, que nous allons à la grève. Nous l'avons toujours dit, aller à une grève, ce n'est pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas parce qu'on a envie d'aller à la grève, ce n'est pas un plaisir. C'est vrai que ça fait partie de l'espace de liberté, mais souvent, on est obligé de réfléchir par 2 fois avant d'engager une action de guerre, un fait de grève, ou même de durcir cette grève. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on va en grève, c'est parce que quelque part, les revendications qui ont été peut-être déposées n'ont pas eu satisfaction. Non, je pense que M. Yen a dit qu'ils ont le sentiment de ne pas être écoutés. Absolument. Si ce sentiment existe, je voudrais vraiment le rassurer que le gouvernement est à l'écoute du monde syndical. Non, le gouvernement est véritablement à l'écoute du monde syndical. Mais je voudrais dire que l'écoute ne doit pas être à sens unique. Et juste donner une précision. Ce gouvernement, d'entrée de jeu, a montré des signaux de rupture, de rigueur et, je dirais, de sens des responsabilités et de sens de la maîtrise des charges. C'est la première fois au Burkina Faso, me semble-t-il, qu'un gouvernement décide de limiter un certain nombre d'avantages. Par exemple, la communication téléphonique. Est-ce que vous savez que le président du Faso et le Premier ministre aujourd'hui ont des crédits de communication limités? Ça n'avait pas été vu avant. En matière d'usage des véhicules automobiles, vous avez vu les efforts, les décisions courageuses que le gouvernement a prises. En matière de gestion du carburant, tout cela c'est pour montrer que nous sommes un pays aux ressources limitées et que si nous exigeons des travailleurs des sacrifices, c'est que le gouvernement est le premier à faire ces sacrifices. Donc, il faut s'écouter, c'est exact, mais ce n'est pas parce que toutes les revendications ne sont pas satisfaites par le gouvernement qu'il n'est pas à l'écoute du monde des travailleurs. Et je le disais tout à l'heure, ce gouvernement est déterminé, il a décidé, avec l'accord des partenaires sociaux, de mettre en place un cadre permanent de dialogue franc, de dialogue sincère, constructif, où c'est la bonne foi qui prédomine d'abord. Alors, M. Sango, le gouvernement est un gouvernement de rupture. Il y a des signaux, notamment avec la réduction des frais de communication du président lui-même, du Premier ministre. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'autre partie qui est peut-être trop pressée? Oh, je pense que parler de rupture, c'est quand même trop fort. Structurellement parlant, il n'y a pas de rupture. C'est d'ailleurs ça qui explique aussi, en partie, de mon point de vue, la tendance des syndicats à revendiquer beaucoup. Moi, je vous donne un seul exemple. Je consulte le programme du président Orok sur les modalités de nomination dans les sociétés d'État, les établissements à caractère public. C'est écrit là-dedans qu'ils vont renforcer les procédures d'appel à candidature. Depuis, ça fait 1 an. Le décret avait été relu sous la transition pour, dit-on, neutraliser ceux qu'on considérait comme étant proches de l'ancien système parce qu'ils pouvaient... Alors, je suis malheureusement, je constate malheureusement que sur une question de fond comme ça, parce qu'après les crises, c'est des problèmes de management. Si on continue de nommer les gens sur la base
du clientélisme et du copinage. Et je dois le dire ici en toute responsabilité que pour pas mal de nominations, actuellement c'est ce qui se passe. Si le gouvernement veut faire de la rupture, c'est un décret. Qu'il nous relise rapidement ce décret et qu'on rend objectif les modalités de recrutement. Vous avez vu tout le rififi au niveau de... Je reviens encore sur le dossier de la CAMEG. C'est une situation qui rend le climat social inutilement délétère parce que on veut faire de petits arrangements, etc., etc. Maintenant, sur les questions d'économie, c'est un mérite du gouvernement, c'est bien, moi je suis tout à fait d'accord, hein, mais de là à dire que véritablement nous sommes je pense qu'on est encore dans le symbolisme. Alors, un autre aspect, je me méfie aussi des considérations de type idéologique. Vous savez, le gouvernement social-démocrate, c'est juste bon pour le débat intellectuel. Alors sinon, aujourd'hui, la différence, dites-moi la différence en France entre un gouvernement social-démocrate et un gouvernement de droite, c'est mineur. La preuve, c'est que ce sont les syndicats qui contestent le plus ce régime dit social-démocrate. Donc, il faut vraiment avoir une approche très claire des problèmes. Et sortir de l'idéologie, apporter des réponses véritables. Moi, je pense, et j'insiste pour dire, ou bien c'est les syndicats qui ne disent pas la vérité, ou bien c'est le gouvernement qui ne dit pas la vérité. Je constate que ce gouvernement, en très peu de temps, a réussi la prouesse de mettre les syndicats dans des rapports conflictuels inutiles, là où ce n'était pas nécessaire. Alors, M. Paré, il y a eu des rapports conflictuels inutiles. On a lu sur les réseaux sociaux, notamment, par exemple, lors du mouvement du Synatic, qu'ils ont été traités de malhonnêtes. Il y a eu une haute autorité policière qui a demandé de nettoyer en 5 minutes les journalistes. Est-ce que ce ne sont pas peut-être des pics comme ça qui durcissent peut-être les relations? Je disais tout de suite au professeur Sango, il est question de forme. Si on les met au devant et négliger les questions de fond, mais on ne s'en sort pas. Qu'Émile a parlé comme ça, le ministre a parlé comme ça, il est arrogant, il est quoi? Non. Mais allez-y en France, allez-y aux États-Unis. Vous avez des hommes politiques, ils ont leur style, le style Georges Macher. Vous connaissez le style Laurent Gbagbo. Et là, ici au Burkina, c'est un style. Bon, donc, moi, je ne m'attarde pas sur les questions de style. Donc, je crois qu'il y a eu cette... quand même les relations. Oui, non, ce n'est pas des coups de poing. Ce n'est pas des coups de poing. Malgré cela, ce n'est pas des coups de poing. Les gens, après les débats, ils causent, ils s'embrassent. Donc, les questions de style, de langage et dans le comportement, je pense que, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dérapage, c'est possible, mais les questions de fond, là, il faut qu'on vienne sur ça. Mais alors, je voulais aussi venir, en tant que secrétaire à la formation politique du MPP, marquer mon désaccord avec le professeur Sango qui dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'idéologie. Pourquoi créer alors les partis? Faisons un parti unique. S'il n'y a pas d'idéologie. Aujourd'hui, en France, il y a le Parti socialiste, il y a le parti Le Pénis, l'extrême droite, et il y a les autres partis. Donc, moi, je dis qu'on ne peut pas résoudre les problèmes d'une société sans un fondement idéologique. Je pense que sur la base d'un fondement idéologique, on établit un programme. C'est pour ça que nous disons et nous avons dit au peuple que nous sommes un parti social-démocrate. Et le peuple nous a voté sur la base d'un programme social-démocrate. Oui. Donc on ne peut pas dire que ça n'a pas d'importance. Alors on permet au ministre... Oui. Voilà, je voulais dire que lorsque le Premier ministre reçoit les syndicats, est-ce qu'il utilise un langage arrogant? Mais est-ce que ce n'est pas peut-être très souvent, il y a ce langage-là que... Je veux dire, lorsque le président du FASO lance un appel au dialogue, lance un appel à ce que nous produisons avant de partager les fruits de la production, est-ce que c'est de l'arrogance? Je voudrais dire qu'il ne faut pas s'agripper, il l'a un peu dit, il ne faut pas s'agripper à des cas qui restent à vérifier d'ailleurs, en tout cas à des cas isolés, pour dire que le gouvernement ne veut pas un dialogue franc et constructif. Encore une fois, le gouvernement a lancé officiellement devant les syndicats l'initiative de mettre en place un cadre de concertation permanent, et je crois que la solution se trouve là. Il faut que les uns et les autres acceptent de s'asseoir autour de la table, qu'ils soient également réalistes
Parce que je disais tout à l'heure qu'il y a des revendications qui sont légitimes. Moi, je vois par exemple le syndicat de la santé qui revendique la sérénité et la sécurité pour les agents de santé qui sont disséminés à travers le Burkina. C'est une revendication tout à fait légitime, n'est-ce pas? Mais lorsque, par exemple, on revendique l'augmentation des effectifs, il faut dire que si apparemment c'est une revendication légitime, il faut faire une comparaison. Qu'est-ce que prévoient les normes de l'OMS? À quel niveau se trouve le Burkina Faso? Est-ce qu'on n'a pas trop d'agents de la santé concentrés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso? Et là aussi, le gouvernement a décidé de procéder à un rééquilibrage. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait à l'esprit qu'il n'y a pas de démagogie du côté du gouvernement, il y a de la bonne foi, il y a de la sincérité. Bien sûr, il y a de temps en temps quelques impairs, mais cela ne remet nullement en cause notre volonté de discuter avec les partenaires sociaux pour parvenir à des résultats positifs. Alors, M. Yen, est-ce que très souvent vous n'avez pas aussi des revendications pas trop réalistes, exagérées? Non, justement, c'est ça qui souvent qui cristallise donc les positions. L'image qu'on donne du syndicat, malheureusement, n'est pas la bonne. Et j'aurais dit même le syndicat, c'est peut-être un mal nécessaire qui régule un peu le front social. Lorsque ça ne va pas, qu'il ait le courage de dire qu'ici, ça ne va pas, et que les gens regardent le pouvoir qui est là, qui est en place, qui a les moyens, ils trouvent les moyens, ils prennent des mesures pour régler ce problème. En fait, c'est ça. Ça ne dépasse pas cela. Mais on a parlé aujourd'hui de productivité. Mais il ne peut pas avoir de productivité sans dialogue. Et on dit dialogue plus productivité égale croissance. Si les deux là ne sont pas suffisants, on ne peut pas parler de croissance. Exactement. Mais comment il faut arriver à cette production? C'est pour cela que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons une ouverture. Et lorsqu'il parle du cadre, nous avons été les premiers, c'est les syndicats. En fait. Est-ce que vous n'êtes pas souvent maximaliste, vous n'avez pas de propositions qui ne sont pas réalisables? Non, non, pas du tout, pas du tout. Nous pensons que c'est sur la base d'une analyse, d'études, que nous pensons que le gouvernement peut faire ceci. Mais le minimum, c'est de nous asseoir et de nous démontrer que ce que nous demandons, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la peine d'aller dans la presse ou à la radio, ou à la télé pour dire que voilà les syndicats, ça c'est pas réaliste. Qu'on nous invite, qu'on s'assoit autour d'une table et qu'on échange, qu'on démontre de part et d'autre qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui n'est pas réaliste. Mais souvent, ce sont les syndicats qui sont les premiers à aller faire des déclarations dans la presse. Ce que je veux dire, c'est que, effectivement, lorsque on veut parvenir à des résultats, on se met autour d'une table et on discute. Mais la négociation dans son fond, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie un rapprochement de points de vue, n'est-ce pas? Elle ne peut pas signifier tout simplement une position figée. Lorsque vous avez 10 revendications et que le gouvernement il avance vers vous, vous en ajoutez une, ça veut dire que vous reculez. Ou bien que vous avancez et vous vous arrêtez à un moment donné dans un processus de négociation. En permanence, il faut qu'on sente l'effort de chacun de se rapprocher du point de vue de l'autre. C'est comme ça qu'on peut parvenir à un accord. Oui, monsieur Sangou. Oui. On dit chez nous les juristes que la forme tient le fond en l'état. Le ministre il le sait très bien parce que c'est un juriste. Et davantage en politique. Lorsque nous sommes un homme politique à un niveau élevé de responsabilité, en fonction de l'environnement, il faut faire attention dans la démarche qu'on utilise. Il faut faire attention dans les propos qu'on utilise. Même là, on se trahit un peu. Parce que lorsque vous analysez, et ça, de mon point de vue, la réaction du gouvernement ou de ses supporters, c'est comme si les syndicats, d'une certaine façon, n'étaient pas responsables. J'arrive, monsieur le ministre. J'arrive. On ne peut pas parler tous à la fois. Il termine, après vous aurez la parole. J'arrive. Vous aurez l'occasion. Vous aurez l'occasion de réagir. Il y a le gouvernement. Monsieur Sangou a la parole. Vous aurez l'occasion de vous exprimer. On m'a cité l'exemple du président. Par nature,
qui est un homme pondéré. On me cite l'exemple du Premier ministre que je connais très peu, mais qui me semble probablement relativement quelqu'un de pondéré. Alors il appartient au président et au Premier ministre de dire à leur ministre qu'en raison du contexte dans lequel on est là, apprenez avec nous notre façon d'aborder ces questions. Moi, à titre personnel, j'ai écrit dès le départ, quand il y a eu le problème des magistrats, heureusement d'ailleurs on n'insiste pas là-dessus, j'ai dit que la solution, c'est que le gouvernement accepte courageusement de mettre l'ensemble des syndicats avec leurs propositions, le gouvernement en face. Et il présente la situation réelle de ce pays. En 1966, là, après le soulèvement, ça je ne le savais même pas. On m'a dit que c'est les syndicats qui ont renoncé à une partie de leur salaire là, pour constituer l'UTS, qui continue aujourd'hui d'être là. Ça veut dire que dans notre tradition syndicale et tout ça, contrairement à ce qu'on fait croire, les gens ne sont pas dans une vision maximaliste. Parce qu'il faut être complètement irresponsable pour demander à un gouvernement de donner plus qu'il en faut. Si l'économie ne marche pas, s'il y a des grèves tous les jours, la situation ne fait que se dégrader. Okay. Mais ça, il faut qu'on s'asseye, droit dans les yeux, dans un dialogue franc et sincère. Parce que les syndicats, ils ont l'expérience du dialogue où on tente de les dribbler qui s'est produit sous l'ancien régime. Ils ne souhaitent pas, évidemment, être les dindons de la farce dans cette situation. Voilà. Alors, M. Paré, est-ce que le problème... Oui, M. Paré, d'abord. Je voulais rebondir la parole tout à l'heure. À la dernière intervention du professeur Sango. C'est ça. Il trouve le président Roch pondéré, le Premier ministre plus ou moins pondéré. Apparemment, il y a des ministres qui ne sont pas pondérés. Roch n'a qu'à les affaires. Non, je vais vous dire une chose. Je vous ai dit que la forme, moi je ne suis pas un juriste, je suis très clair, je suis médecin. C'est le fond qui tient. La forme là, nous on peut fermer les yeux dessus. Et ça, je parle en médecin, même en homme politique. Quand il parle, je vais vous dire une chose. Vous écoutez M. Yen parler à la radio, vous écoutez Bassolma. Ah, c'est deux styles. Bassolma, oui, c'est pour dire, je donne deux styles dans le mouvement syndical. Bassolma a dit, il n'y a pas de répit pour ce gouvernement. Ah, nous on est là, quoi. Mais oui, l'autre appelle au dialogue. Donc la question du style, non, je prends des exemples, j'ai pris l'exemple du professeur Laurent Bado, je suis chez quelqu'un qui va prendre l'exemple de Paré Émile, je suis sur le plateau. C'est pour dire que, effectivement, il faut voir l'ensemble du gouvernement. Et moi, je ne pense pas d'abord que nous sommes dans un bras de fer. Nous ne sommes pas à l'étape de bras de fer syndicat-gouvernement. Moi, je ne pense pas. Je trouve les grèves légitimes, mais il n'y a pas de bras de fer. Justement que pendant la grève, lorsqu'un ministre fait le tour avec les journalistes pour montrer qu'il y a des gens qui se meurent, est-ce que quelque part, ce n'est pas braquer aussi la population contre... Bon, donc ça, c'est peut-être... Vous savez, hein, moi-même, je suis militant du Chincha. Je vous dis que je suis militant du Chincha. Et j'ai grévé. Donc, c'est pour dire qu'ici, là, le ministre a passé ici, il a vu des morts. Mais nous, on a vu ça depuis des années et des années. Chaque fois qu'il y a une grève, effectivement, le gouvernement est en droit d'aller sur le terrain et voir ce qui se passe. Donc ce n'est pas une mauvaise chose que le gouvernement tourne. Mais ça braque quand même la population. Non, ça dépend de comment on prend la situation. Une grève est une grève. Les conséquences d'une grève, le ministre n'a pas besoin de tourner pour savoir qu'il y a des morts à la maternité. Tout le monde sait que si les médecins, les spécialistes se mettent en grève, il y a des morts. Je me souviens qu'on a grévé une fois, Simon allait à la maternité, il était à l'époque au CDP, il a vu. Mais c'est un processus normal pour le gouvernement de s'enquérir de ce qui se passe. Mais moi, je dis que le dialogue est là. Le gouvernement affirme ici qu'il y a un cadre de concertation qu'il crée avec les syndicats et ils vont dialoguer. Et je rejoins en ce moment le professeur Sango et je l'ai dit à toutes les antennes où je passe qu'il faut effectivement des assises nationales quelque part sur la fonction publique, sur l'administration, et qu'on mette tout dans un panier et que nous soyons francs, transparents entre nous. Alors, le ministre voulait réagir. Je voulais rassurer que le président Roch Kaboré et son Premier ministre, ce qu'ils disent tous les jours, je ne trahis pas un secret, ce qu'ils disent tous les jours en Conseil des ministres et dans toutes les réunions, y compris avec les syndicats, c'est que notre mot d'ordre, c'est le dialogue. Et dans le dialogue, il y a le respect. Nous respectons nos partenaires. N'est-ce pas?
Nous respectons nos partenaires. Nous ne dialoguons pas par souci comme quelqu'un l'avait dit tout à l'heure, de dribbler l'autre. Je pense que non. Nous dialoguons dans un souci réel de parvenir à un résultat. Mais je voudrais vous rappeler encore une chose. La reconnaissance de l'autre, qu'est-ce que c'est? Dans ce cas qui nous concerne, nous sommes un gouvernement élu qui est en train de mettre son programme en œuvre. Très bientôt, nous partons à la conférence des partenaires du Burkina Faso pour le financement du Plan national de développement économique et social. Ce PNDES dont tout le monde parle, mais il a fallu quand même discuter avec des partenaires financiers, discuter avec des institutions internationales. Il a fallu préparer quelque chose pour pouvoir mettre en œuvre alors même qu'on a commencé les actions urgentes, n'est-ce pas? En ce moment, ce n'est pas, je crois, le bon moment pour se raidir, hein, comme il disait, pour appeler à un mouvement social généralisé. Non, au contraire, c'est en ce moment-là qu'il faut encourager le gouvernement parce qu'il est en train de rechercher les solutions pour le bien des travailleurs et pour le bien du peuple burkinabé. Le gouvernement cherche des solutions pour le bien des travailleurs. Et la question que je vous pose, M. Yen, est-ce que souvent aussi la radicalisation des mouvements n'amène pas à la rupture de confiance? Quand, par exemple, on ne répond pas aux réquisitions, quand il n'y a pas de service minimum, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que quelque part, ça ne contribue pas peut-être à exacerber les positions? Non, ça c'est de la responsabilité du gouvernement. Ce qui est arrivé a été créé par le gouvernement. Cette attitude est dictée, j'allais dire quelque part, par l'absence de considération que nous rencontrons souvent de la part du gouvernement. Pour vous donner des exemples, pour montrer que le mouvement syndical est responsable. Même si Bassolman, il a un tempérament un peu fougueux, mais c'est un syndicaliste responsable. C'est nous qui avons demandé la création du cadre du dialogue social au Burkina. Ça fait partie de nos revendications. Et nous pensons que, au lieu de se tirer à droite, au lieu de commencer la guerre, asseyons-nous d'abord et faisons la paix. Discutons. Qu'on nous explique par exemple que nos revendications, tel point. Mais lorsqu'on n'en arrive même pas, on ne s'assoit même pas pour discuter et on dit qu'on n'est pas responsable. Ça c'est maximaliste. Comment? Quels sont les critères? Sur quelle base on explique cela? Quels sont les arguments, quels sont les éléments qu'on nous donne? Qu'on nous donne un exemple aujourd'hui parmi la panoplie des revendications. Alors, je complète. Le gouvernement dit qu'avec la grève justement des infirmiers tout à l'heure, les gens ont refusé par exemple de respecter les réquisitions. Alors que là aussi, c'est un droit de l'administration de réquisitionner les agents. De toute façon. Il termine, c'est à lui. Non, de ce côté, il y a comme... on ne sait pas où est la vérité. Parce que les militants au niveau du Sincha disent que les réquisitions n'ont pas été faites dans les règles de l'art, n'ont pas respecté la procédure, n'ont pas respecté les textes. Et c'est dans ces conditions. Sinon, eux-mêmes, ils sont conscients. D'habitude, ils le font. Du reste, ailleurs, ça a été fait. Mais je pense que ce point-là, véritablement, a été à dessein et touché pour exacerber et puis pour mettre, j'allais dire, la population sur le dos du mouvement syndical. Et ça aussi, ce n'est pas bien. Alors, non seulement la réquisition est légale, mais en plus, lorsqu'on constate qu'il y a des règles qui n'ont pas été respectées, les institutions de la justice sont là pour les faire respecter. Il faut faire des recours auprès de la justice. Il ne faut pas refuser systématiquement, même si on sait que la grève exprime un rapport de force. Mais les actes qui sont légaux, en vue de permettre la continuité du service public, je crois que tous les syndicalistes doivent s'accorder pour dire à leurs militants que cela est tout à fait normal. Ensuite, effectivement, un point sur lequel je suis d'accord avec lui, comme on dit, on peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si la grève, comme celle du Sincha, qui est à l'origine de nombreux morts, n'est-ce pas? Si c'est pour revenir s'asseoir autour de la table de négociation, on aurait dû commencer par là. Et je précise
Je précise qu'un certain nombre de mouvements, de grèves... Parce que les conditions de dialogue n'étaient pas réunies. Un certain nombre de grèves, dont justement celles du SINCHA, sont intervenues après la rencontre qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères entre le Premier ministre et son gouvernement et l'ensemble des centrales syndicales et des syndicats autonomes. Et à cette rencontre où j'étais, les syndicats et le gouvernement se sont mis d'accord. Ils ont salué même la décision du Premier ministre de convoquer immédiatement un cadre de concertation. Moi, j'aurais vu vraiment qu'on accepte de discuter jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce n'est pas une discussion qui est sincère. Lorsque toutes les revendications auront été mises sur la table, en rapport avec ce que les ressources de l'État sont à mesure de permettre au gouvernement de faire. Et on prend des engagements qu'on est en mesure de respecter. La grève est un droit constitutionnel, mais la négociation est un processus, je crois, qui est beaucoup plus productif. Monsieur Jeanne, vous répondez. Oui, je voudrais dire que nous avons dit que les réquisitions n'étaient pas dans les règles. Si vous estimez également aussi que nous sommes en tort, il y a aussi les procédures judiciaires que vous pouvez donc interpeller. Il faut mettre en marche donc ce processus pour qu'on puisse lire le droit par rapport à cette situation. Voilà ce que je voulais dire. Mais nous restons convaincus qu'il faut avoir une autre démarche, une autre vision vis-à-vis du syndicat et le remettre à la place. Et j'aime à le dire à mes militants, le remettre au milieu du ring pour qu'il puisse jouer véritablement son rôle. Vous boxez? Écoutez, le gouvernement est disposé. Je peux vous assurer que c'est là l'appel du gouvernement burkinabé. Nous ne demandons pas aux syndicats de se renier. Nous ne demandons pas aux syndicats d'abandonner leurs revendications légitimes. Nous demandons aux syndicats de venir s'asseoir autour de la table pour que nous discutions, parce qu'avant d'être syndicalistes, avant d'être ministres, nous sommes des Burkinabés et nous sommes dans le même pays que nous connaissons, nous savons ce que nous pouvons et nous savons ce que nous ne pouvons pas. Alors, M. Sango, apparemment, c'est le syndicat en réalité qui refuse le dialogue. Ce n'est pas mon sentiment, c'est les propos du ministre. Je ne suis pas un défenseur des syndicats, mais je dois dire que dans notre culture politique, on a un problème. On veut une chose et son contraire. La liberté syndicale est consacrée dans la Constitution, les lois sur la fonction publique. Il y a des cadres de concertation qu'on appelle les comités techniques paritaires, il y a le Conseil consultatif de la fonction publique, il y a plein d'organes où les syndicats participent. Mais en même temps, il y a une forte tendance que j'ai remarquée encore, mais je veux me tromper, mais je préfère rester sur la note positive là, qui est développée par le ministre, qui dit que son gouvernement est engagé à dialoguer de façon franche, de façon sincère. Mais sur la réquisition, il faut faire très attention. La réquisition, d'abord, dans tous les rapports du BIT sur le Burkina, il y a une recommandation forte qui est faite de supprimer ce mécanisme-là. Parce que la réquisition, vous pouvez l'utiliser pour assurer la continuité du service public, mais vous pouvez l'utiliser aussi comme moyen de briser la grève. De ce point de vue, ça crée une conflictualité encore une fois avec les syndicats. Mais si j'entends M. Yen, quand j'écoute les syndicalistes de façon générale, je pense qu'ils sont dans un état d'esprit. Et on a intérêt, dans la situation actuelle, là, de mettre bas la terre. Mais encore une fois, il faut que ce soit un dialogue sincère, un dialogue franc. Et pas un dialogue où, comme je dis, l'autre veut dribbler l'autre, ou l'autre veut gagner du temps. À partir du moment où on crée cela, il me semble qu'en ce moment, beaucoup de questions pourraient être résolues. Je suis tout à fait d'accord aussi avec le ministre que ce n'est pas au moment où on va défendre le PNDS. J'espère que les syndicats vont être associés à la mission, entre guillemets, qu'il faut encore, voyez, s'affronter. Non, il faut que le gouvernement prenne les dispositions pour les mettre là-dedans. Ça va te voyer. Ont été prises, la société civile est représentée. D'accord, ok. Les syndicats aussi. Sauf les syndicats. Parce que là, on nous a ignorés royalement, on parle d'aller à... Donc vous n'avez pas été associé. Non, pour le moment, on n'a reçu aucune invitation
L'UAS n'a pas été associé? L'UAS n'a pas été invité en tout cas pour aller défendre le PNDS. Bon, moi je suggère au gouvernement d'associer l'UAS. C'est accepté, sous réserve bien sûr, je puisse en parler avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, mais je vous dis que le PNDS a été conçu comme étant un outil du peuple burkinabé. Je voudrais vous rappeler que l'Organisation internationale du travail a une conception de la négociation sociale qui va au-delà de ce que nous vivons dans notre pays. Il y a s'asseoir autour d'une table pour se parler autour des revendications, autour des plateformes. Mais il y a aussi des échanges qui doivent exister entre les syndicats et le gouvernement. Échange d'informations. Si les syndicats ont des informations, mais chacun peut prendre l'initiative. C'est l'Organisation internationale du travail qui le dit. Chacun peut prendre l'initiative de porter une information à la connaissance de l'autre, d'apporter des éléments à la connaissance de l'autre s'il estime qu'il ne les a pas suffisamment. Donc je pense que la négociation sociale va au-delà. Ce n'est pas quand on a une plateforme qu'on va voir le gouvernement pour dire bon, asseyons-nous et discutons. La discussion doit être permanente et ce gouvernement-là est inscrit dans ce processus. On peut-être aperçoit le syndicat comme l'ennemi du ministre ou l'ennemi de l'autorité. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une exagération des contradictions qui sont là entre le gouvernement et les syndicats. Je ne crois pas que c'est un bras de fer. C'est peut-être une incompréhension. J'ai eu à le dire plusieurs fois, c'est un problème de communication. Ce que nous discutons ici, c'est un problème de communication. La communication entre le ministre et les grévistes ou bien les syndicats, peut-être ça n'a pas été bien compris de part et d'autre. Il faut donc améliorer la communication de part et d'autre de façon à ce qu'on se comprenne. Mais je voulais venir sur un élément, sur la grève et la question de la réquisition. Je conviens avec le professeur que de plus en plus, au plan international, il faut vraiment, la tendance est d'enlever les réquisitions, parce que c'est un moyen, quand le gouvernement utilise la réquisition, son objectif souvent c'est de briser la grève. Donc c'est pour ça, quelle est la part vraiment limitée du personnel à réquisitionner, quelle est la part à ne pas réquisitionner, de façon à ce que la grève ne soit pas chose. Et qu'est-ce qui crée souvent le problème dans ces réquisitions? C'est que souvent, à certains pans du gouvernement, les taux de participation à la grève donc, sont mis en discussion et ça peut relativiser. Donc, mais en attendant, comme le Burkina Faso n'a pas supprimé la réquisition, il va falloir dialoguer avec les syndicats pour... En ce qui concerne le service minimum, je dois simplement dire que lorsque les gens se rejettent la balle, que le service minimum relève du gouvernement, ça ne relève pas du syndicat, etc., je pense que ce débat, quand même, on doit pouvoir sortir de ce débat que j'estime vraiment indécent. Parce qu'il y a des revendications syndicales. Par exemple, quand vous prenez le Chincha, dans sa plateforme, il se bat pour la gratuité des soins d'urgence. Ça, c'est l'ensemble de la population. Donc, le service minimum, si le syndicat analyse et est soucieux de préserver un minimum de santé pour les populations pour lesquelles ils se battent, le syndicat peut bel et bien demander le service minimum pour ses agents. Et moi, je sais qu'en tant que médecin-chef des urgences, lorsque j'étais à l'hôpital Yalgado, j'ai fait 7 ans médecin-chef des urgences médicales, le syndicat, en son temps, nous demandait de faire un service minimum. Le syndicat peut le demander. Parce que si on rejette sur le gouvernement tous les jours et à chaque grève, le risque, c'est quoi? Le gouvernement réquisitionne, on dit la réquisition va casser la grève. Donc, il faut que le syndicat et le gouvernement s'entendent que le service minimum peut être un poste de négociation entre les deux, entre le gouvernement et le syndicat. Il peut convenir d'œuvrer à la continuité du service à Yalgado, en fait, de façon générale dans les hôpitaux, c'est ce qui est dit. Je n'ai pas bien compris. À mon avis, c'est une question de responsabilité et c'est une question de dialogue constructif. Effectivement, le droit de grève, le gouvernement burkinabé aujourd'hui n'a pas du tout l'intention de remettre quoi que ce soit en cause, ni par des réquisitions, ni par d'autres moyens. Il faut que cela soit très clair. Mais il faut aussi de la part des partenaires sociaux qu'ils aient à l'esprit que nous sommes un pays, ce gouvernement a hérité d'un pays au tissu socio-économique fragile, extrêmement fragile. Et que lorsqu'on va en grève, comme cela est souvent le cas, il faut veiller
à prendre en compte cet aspect d'un service, en tout cas de base, d'un service de base qui permet d'éviter des catastrophes. Ce que je voudrais ajouter, c'est que je pense que il peut arriver que nous commettions, nous ministres, que nous commettions quelques erreurs. Il peut arriver. Parce que je suis convaincu que lorsque nous discutons, lorsque nous engageons des réformes, il faut que nous fassions des réformes qui soient suffisamment participatives, n'est-ce pas? Et donc, il appartient aussi aux partenaires. J'insiste, un partenaire, lorsqu'il sent que l'autre est dans l'erreur, il n'entre pas tout de suite dans le raidissement, il faut qu'il aille au-dessus de lui, il faut qu'il s'adresse au Premier ministre, il faut qu'il s'adresse au chef de l'État pour dire attention sur tel ou tel point, il est important que nous puissions discuter. Nous sommes dans un domaine de partenariat. C'est ce que nous faisons tous les jours, quotidiennement. Nous tirons chaque fois la sonnette d'alarme. Oui. Hey, ici, là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Il faut faire ceci. Mais on ne nous a jamais appelés. Souvent, on prend des décisions. On se rend compte qu'on a pris la décision même à côté. Et on dit non, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous pensons que certaines situations qui concernent, en tout cas, les premiers intéressés, il faut commencer par là, à discuter avec vous à quelle solution. Et j'ai dit, dans certaines entreprises où il y a le dialogue qui est bien, il y a des travailleurs même qui arrivent souvent à demander qu'on baisse leur salaire pour permettre à l'entreprise de pouvoir survivre un moment. Et lorsque les beaux jours reviennent, on discute encore une augmentation du salaire. C'est cette image-là qu'il faut donner aux organisations syndicales. Et non de dire, voilà, on amplifie, voilà, il y a des morts, on braque la caméra, surtout, ce n'est pas parce que ce n'est pas fait exprès. Les gens ne vont pas à la grève parce qu'ils ont envie d'aller en grève. Si vous demandez, par exemple, qu'on prenne... Monsieur le ministre, je termine. C'est une question de communication, excusez-moi. Okay. C'est une question de communication. Lorsque le syndicat aussi brandit fièrement un taux de participation massive à la grève, il est du devoir du gouvernement de montrer les conséquences immédiates. Mais ce n'est pas pour stigmatiser. Je ne crois pas. Moi, je suis d'un avis complètement contraire. Oui. Le gouvernement ne doit pas répondre du tic au tac aux syndicats. Parce que le gouvernement est en pesanteur, en réalité. Le gouvernement, je vois, c'est un peu un père, et puis les membres de sa famille. Le gouvernement ne doit pas être dans cette logique. Parce que finalement, si ça se braque davantage, c'est vers qui les populations vont se retourner? Ce n'est pas les travailleurs, c'est le gouvernement. C'est-à-dire que quand il y a rupture dans le processus de dialogue, celui qui est mis en cause du point de vue de la population, c'est le gouvernement. Puisque le gouvernement doit se donner tous les moyens. Donc moi, je pense que cette crise-là a été révélateur un peu de cette situation. Que ce soit du côté des syndicats, que ce soit du côté du gouvernement. Chacun allait un peu trop là où il ne fallait pas. J'espère qu'on va tirer les leçons. C'est ça qui est important. Pour que nous ne nous retrouvons plus dans ce genre de situation. Et les leçons, justement, parce que le temps avance tellement vite, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Je crois que c'est très simple. Nous l'avons dit, nous le répétons. Le gouvernement du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba est un gouvernement de dialogue. Le cadre qu'il a mis en place avec l'accord des syndicats mérite que chaque partenaire lui accorde et sa confiance et son temps, n'est-ce pas, et fasse appel à ce qu'il y a de responsable en lui, à ce qu'il y a de constructif en lui pour que le dialogue puisse être fécond dans tous les secteurs de la vie de notre pays. Je pense que nous allons revenir de la conférence des partenaires du Burkina Faso, d'autres partenaires du Burkina Faso, avec suffisamment de moyens pour mettre en œuvre le plan national de développement économique et social. Plus nous aurons de croissance, plus nous aurons de ressources et plus nous pouvons progressivement satisfaire un certain nombre de revendications qui sont légitimes de la part des syndicats et de notre peuple. On doit se calmer un peu, que le gouvernement aille chercher les moyens, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on présente clairement, c'est qu'il y a 50% du budget de l'État qu'on donne aux fonctionnaires seulement. Oui,
Malheureusement, encore là, c'est une analyse qui n'est pas très juste. Et on l'a toujours démontré. 80% de nos revendications ne sont pas pécuniaires, j'allais dire. Ce n'est pas de l'argent. Il y a des questions de gouvernance que nous réclamons. On a dit, par exemple, tout à l'heure, la question... Par exemple, on a dit qu'on va recruter les DG, mais on continue à les nommer et tout ça. C'est des questions qu'on aurait aimé aussi discuter. Lorsqu'on met en avant seulement les questions, je vous dis que quelque part, les travailleurs même sont capables, lorsqu'on les explique bien la situation, même de renoncer quelque part à certains avantages pour que ça marche, en espérant que plus tard, mais lorsque nous avons en face des personnes ou des gens qui ne voient pas les choses de cette façon, ça peut être difficile. C'est pour cela que nous insistons. Il faut nécessairement aujourd'hui, nous connaissons tous les problèmes de ce pays. Il faut que nous acceptons de nous asseoir une fois, au moins ensemble, pour étaler les choses et expliquer les... Le PNDS, le mouvement syndical, a participé à son élaboration. Et aujourd'hui, il n'est pas question que... Nous pensons que par nos actes, nous puissions compromettre donc la réussite de ce PNDS. Du reste, il y a déjà des discussions au niveau des états-majors des organisations syndicales pour voir quelle est la forme que nous allons apporter par rapport au soutien, même si le gouvernement ne nous a rien dit. Vous avez déjà commencé... Pour vous montrer un peu quand même que nous sommes soucieux de ce développement, parce que nous savons que sur le PNDS, il y a des financements, c'est des emplois qui vont être créés. C'est la richesse qui va être créée, c'est la pauvreté qui va reculer. Et nous sommes dans cette dynamique. Alors, M. Sango, est-ce que quelque part, il ne faut pas peut-être que le Fonds social se calme un peu, parce que c'est des investisseurs qu'on va rencontrer, et lorsque on a l'impression qu'il y a un peu de l'instabilité dans le pays, forcément, ça n'incite pas à investir. Alors, c'est clair que ça compromet. Évidemment, vous ne trouveriez pas un investisseur qui voudrait venir dans un pays où tous les jours le Fonds social est en ébullition. Ça, c'est clair. Alors, est-ce qu'il faut une trêve sociale? Moi, je suis favorable. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on dit aux syndicats? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a peut-être une erreur aussi qui est commise, peut-être du point de vue du gouvernement. Je peux comprendre. C'est-à-dire que les syndicats, la population et tout ça, à mon avis, pour la grande majorité, les gens savent que le gouvernement, il y a des choses qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Mais, comme on dit, c'est les signaux forts que dans 1 an, dans 2 ans, les choses peuvent s'améliorer. En fait, il faut vendre cet espoir-là aux gens. Ce qui peut en ce moment les obliger, à mon avis, à changer d'attitude. Mais ça, pour le faire, il faut évidemment, pour ce qui concerne les syndicats en particulier, qui sont un acteur majeur de notre vie sociale, il faut qu'il y ait cette discussion franche pour que le PNDS réussisse. Et comme il l'a dit, si ça réussit, c'est au bénéfice de tous les Burkinabés. Il a l'air bien élaboré, même si il y a quelques réserves, mais globalement, il a l'air bien élaboré. Donc ça veut dire que si c'est soutenu, on peut y voir des éléments qui vont permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc ça, la balle, encore une fois, est dans le camp du gouvernement. Et il a la possibilité de le faire. Que représente le docteur Émile Paré. Je répète et je reviens sur un aspect dont il faut comprendre. En attendant, justement, je vous permets d'avancer que Adama Koulibaly se présente ici avec les questions des téléspectateurs qui appellent certainement. Okay. Donc, je voulais dire, je vous ai dit qu'en moins d'1 an, la prise du pouvoir, tous les secteurs sociaux se sont mis en mouvement. Tous les secteurs. J'ai vu la justice, le monde de la justice, le monde de l'éducation, vous avez vu ça? Le monde de la santé, le monde de l'action sociale, le monde de la presse et le monde des finances. Tous les secteurs sont déjà en mouvement. Et je dois dire qu'il y a pression est très forte sur ce gouvernement à cette étape. Donc, il nous faut obligatoirement chercher un contrat social avec le monde syndical. Ce contrat-là, je crois qu'on peut l'acquérir dans le dialogue. Le dialogue a 2 dimensions. Il y a le dialogue dans la globalité, rencontre, comme dit le ministre Bougma, avec l'ensemble du monde syndical. Il y a également le dialogue sectoriel, partout où il y a eu des mouvements sociaux, que les différents ministres dialoguent avec le syndicat de façon à discuter.
il y a des revendications qui sont réalisables sans passer par le grand dialogue. Et donc, oui, il faut vendre l'espoir. Oui, mais non, ce qui est sûr, je pense que c'est un gouvernement. Moi, je suis quelqu'un de très clair. Je ne veux pas un gouvernement démagogue. Et j'insiste sur la transparence dans le dialogue. Il faut qu'on communique avec l'opinion publique. Le dialogue entre syndicats et gouvernement. Qu'est-ce qui a été arrêté? Qu'est-ce que les syndicats disent sur tel point de revendication? Qu'est-ce que le gouvernement dit sur tel point de revendication? Ils se sont entendus sur lequel? Ils ne sont pas entendus sur lequel? Je crois que la participation citoyenne au règlement du problème va se faire. Moi, c'est très important. Donc, il ne faut pas que le gouvernement soit un gouvernement de démagogues. Les promesses que vous ne pouvez pas faire, il faut être franc, mais expliquer. Moi, je suis en tout cas sur ce style de dialogue. Dialogue global, dialogue sectoriel, et que ce soit une communication, il y ait une communication citoyenne pour que le peuple suive ce dialogue, parce que c'est très important. Monsieur le ministre, avant qu'on passe la parole à Adama Coulibaly. Alors, je voudrais juste dire deux choses. La première, c'est que notre gouvernement est très attaché à l'égalité de traitement entre les Burkinabés, que ce soit dans le domaine des recrutements de responsables ou de non-responsables. Regardez quand nous recrutons 9300 jeunes. Nous procédons à des tirages au sort. Regardez ce que la Sonature a fait. On peut critiquer, mais ça n'a jamais été fait auparavant de cette manière où on dit voici les parcelles qu'il y a, tous ceux qui veulent n'ont qu'à soumissionner, on tire au sort. C'est pour vous dire que quelques cas isolés de nomination de hauts responsables qui font partie également de la prérogative de tout gouvernement responsable, n'est-ce pas, ne doivent pas amener à penser que c'est un gouvernement qui n'est pas attaché à l'égalité de traitement. Pour l'espoir, je dirais, il est là. D'abord, il est là parce que malgré les difficultés, malgré un gouvernement qui arrive avec une situation sécuritaire délétère, pas plus tard qu'il y a quelques jours, on continue d'arrêter des gens qui ont des velléités de déstabilisation de ce pays, avec un front social particulièrement mouvementé. Mais il y a des résultats qui sont quand même tangibles. Gratuité des soins. Ça, ce n'est pas pour le gouvernement, c'est pour le peuple burkinabé. C'est pour l'ensemble des travailleurs. N'est-ce pas? Quand on réalise des forages, c'est pour vous dire que si dans la difficulté, si dans l'adversité, le gouvernement arrive à obtenir ces résultats, je peux vous assurer que dans la mise en œuvre du PNDES, pour les 4 années à venir, le peuple burkinabé sera fier de son gouvernement. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez déjà le pouvoir, ne battez plus campagne, vous avez le pouvoir pour 5 ans. Voilà. Ce que nous voulons, c'est des résultats et c'est l'espoir que les difficultés d'aujourd'hui, demain, on les aura oubliées. Il appartient à un gouvernement de vendre le rêve à son peuple. Sinon, tout le monde sait que l'environnement ne permet pas un certain nombre de choses. Mais il faut que je rectifie. Sur les nominations, il me semble qu'il y a même un recul grave par rapport à ce qui se passait sous le régime de Blaise, avec le ministre Tertus. C'est lui qui a envoyé le recrutement des directeurs généraux dans les établissements publics. Je ne parle pas des établissements dits à caractère stratégique. C'est la transition qui a levé le verrou. Dans le programme que mon grand frère a devant lui, je l'ai consulté. Il est écrit noir et blanc que le MPP au pouvoir va renforcer ce mécanisme. Je constate simplement que depuis que le MPP au pouvoir, c'est les nominations sur base de copinage. Je ne remets pas en cause nécessairement la compétence des gens que vous nommez. Peut-être même que dans une procédure objective, ils auraient été recrutés. Mais si on veut garantir l'égalité des citoyens et que la politisation de l'administration dénoncée tant n'est pas pignon sur rue, il faut revenir à ce mécanisme. Non, et ça, c'est pas comme ça. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Permettez-moi de dire juste un mot. Il faut distinguer le rideau de fumée et la réalité. Lorsque vous dites qu'il y a un recul, il ne suffit pas d'organiser une pseudo-mise en concurrence avec des critères qui excluent tout le monde. Lorsqu'on dit que pour être recruté comme directeur général d'un centre hospitalier, qu'il faut avoir fait 15 ans comme directeur quelque part, mais attends,
c'est un rideau de fumée. Parce qu'en réalité, ce sont les mêmes qui postulent partout et on redistribue les choses. Nous voulons aller, nous sommes exactement dans ce processus et vous allez voir la relecture de cette loi qui va préciser des critères clairs pour la mise en concurrence dans un certain nombre de fonctions, y compris ce que vous appelez fonctions des entreprises stratégiques. Il y a aussi des écrits, je termine plus. Oui. Il y a aussi des écrits qui tendent à dire qu'il y a des ministères où on veut carrément revenir sur les nominations sans passer par appel à candidature. Non, ce que je voulais dire justement, c'est le processus de mise en œuvre du programme. Je pense que Sango est pressé, sinon cette question va être étudiée et sortir de nouveaux critères. C'est ça qui est le problème. Mais nous n'avons pas encore nommé, nous n'avons pas encore relevé un DG qui a été recruté sur la base d'un test. Le DG de l'hôpital est là. Le DG de l'INSP est là. Je peux citer d'autres DG. Nous n'avons pas encore remis en cause. Oui. Mais par contre, sous le CNT, ils ont eu à relever des DG qui étaient dans cette position. Donc, en fait, nous devons aller sur la base des critères. Nous voulons revoir les critères. Parfait. Donc, sinon, nous sommes dans ça. Okay. Ça est dans le programme. Donc, on va donner la parole à Adama Coulibaly qui est là avec les questions des téléspectateurs. Bonsoir, Adama Coulibaly. Bonsoir, Simon. Bonsoir, chers téléspectateurs. Des questions et aussi beaucoup de réactions. Tougma Michel de Ouagadougou, le gouvernement a commis une erreur et n'a pas le courage de la réparer. Il faut remettre toute la grille salariale à plat et convier les techniciens et les syndicats pour revoir tous les salaires. C'est la condition, dit-il, pour que les grèves prennent fin. Ensuite, ramener Élysée de Ouagadougou toujours, une question au ministre. Pourquoi, quand les magistrats ont commencé leurs revendications, le gouvernement n'a pas pris en compte celles des autres? Donc, il accuse, dit-il, tout simplement le gouvernement d'être à la base des troubles que nous connaissons actuellement dans les différents secteurs. Stéphane Thienon à Safané, sa question s'adresse aux représentants de l'action syndicale. Voilà, il dit, est-ce que dans le cadre de la grève des agents de la santé, il est indiqué d'aller justement en grève sans un service minimum? Est-ce qu'il ne piétine pas un certain nombre de règles en allant justement en grève sans ce service minimum? Ensuite, Norbert Chombiano de Ouagadougou. Pour lui, la transition qui devrait donner les bases sur les questions de nomination a failli. Et c'est normal, il ajoute, c'est normal qu'on nomme quelqu'un qui est du même bord que soi. Et donc, il dit qu'on ne peut pas reprocher à ce gouvernement de faire pareil. Donc. Ensuite, Pierre Zampaligré à Gorom. L'État paye-t-il les fonctionnaires au regard de la profession ou du niveau de recrutement? Sinon, comment comprendre les différences énormes de salaire à diplôme égal? Aruna déclare sur Facebook, la fronde sociale est animée, surtout par-delà les revendications légitimes par certaines décisions gouvernementales qui frisent, dit-il, souvent le tâtonnement et le déficit de vision. Donc, il prend pour exemple l'organigramme du MENA, donc le ministère en charge de l'Éducation nationale. Rebecca Aberega Dougou, elle demande aux syndicats d'être patients s'ils veulent que le Burkina avance. Donc, elle ajoute, pour elle, il faut d'abord s'aimer avant de récolter. Et pour le gouvernement, elle estime que beaucoup de fonctionnaires touchent beaucoup d'argent alors qu'ils ne font pas grand-chose par rapport à d'autres corps. Bon, elle a pris un exemple, la santé et l'enseignement. Ensuite, nous avons Nikema Olivier à Zignaré. Le ministre parle du train de vie de l'État. Les travailleurs ne luttent pas contre les avantages des ministres, mais réclament de meilleures conditions de vie, tout simplement. Donc, et dit-il, pour lui, c'est à ça que le gouvernement doit s'atteler. Une autre question au ministre, à quand la loi 033 qui concerne les EPE? Et enfin, Clément Ouedraogo, le décret qui donne les avantages aux magistrats a été pris justement pendant le CNT, a été pris avec le CNT et le gouvernement l'a mis en application. Mais il dit que dans le même temps, il y a eu par exemple un texte sur les militaires, mais le gouvernement a revu cela. Juste récemment, et pourquoi pas celui des magistrats? Pourquoi le gouvernement n'est pas revenu? Surtout que nous sommes dans une période d'austérité. C'est tout pour cette série de questions. Merci beaucoup, Adama Coulibaly. Monsieur le ministre, les magistrats ont revendiqué. Oui. Pourquoi à cette période-là, il ne fallait pas prendre en compte tout le monde? Non, je voudrais dire que c'est un mauvais procès qui est fait au gouvernement s'agissant des magistrats. J'ai ici le pacte national pour le renouveau de la justice qui dit très clairement
au niveau donc, de l'article 114, c'est le dernier article du pacte, un plan d'action pour la mise en œuvre des engagements du pacte doit être élaboré. Alors, ce plan d'action a été élaboré, des textes ont été pris et notre gouvernement est arrivé à un moment où il fallait finaliser un certain nombre de décrets. C'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas sélectionné un corps donné et dire ce corps a des revendications, nous allons satisfaire ce corps-là et laisser les autres. Donc c'est un faux procès qui nous est fait et je pense qu'il faut rendre justice à ce gouvernement qui est fidèle aux engagements qui ont été pris dans le cadre d'un consensus large de toutes les forces politiques et sociales de notre pays. Concernant la loi 033, sur laquelle le gouvernement justement est en train de se pencher, je pense que ce sera fait en accord avec les partenaires sociaux. Vous savez qu'il y a une injustice qui existait vis-à-vis des fonctionnaires, qui étaient traités moins favorablement que les agents qui travaillent dans les EPE. Maintenant que la loi 081 est venue en quelque sorte accorder des faveurs, disons-le un peu comme ça pour simplifier, pour la compréhension, accorder une situation quelque peu favorable aux fonctionnaires. Les EPE disent attention, nous aussi nous sommes dans les EPE, il faut penser à nous, alors que pendant longtemps, nous étions dans une situation où on attirait les fonctionnaires. Je pense que dans tous les cas, et c'est peut-être Rebecca qui a dit quelque chose, je dirais, de très encourageant. Elle a dit il faut semer avant de récolter. Je pense qu'il faut effectivement que main dans la main, le gouvernement et les partenaires sociaux s'asseyent, déterminent les céréales qu'il faut s'aimer ensemble, déterminent les champs, détermine la superficie. Vous savez qu'au Burkina, on ne cultive pas suffisamment. Exact. Non, attention, je n'ai pas dit remettre en plat les grilles salariales parce que, comme ils l'ont dit, le problème des syndicats, ce n'est pas seulement la grille salariale. Je dis bien, de façon symbolique, il faut que nous nous asseyions, que nous définissions les bases de la négociation et que nous définissions les conditions du consensus pour que nous puissions, chacun en ce qui le concerne, parvenir à des résultats, parce que je suis convaincu que même si théoriquement les intérêts des syndicats et les intérêts du gouvernement ne sont pas contradictoires, il faut que nous soyons tout à fait réalistes et que nous puissions discuter pour mieux nous comprendre. Alors il y a beaucoup de questions qui ont déjà été prises en compte, parce qu'ici, effectivement, il y a notamment le représentant de l'unité d'action syndicale et puis M. Sango qui ont relevé un peu la responsabilité du gouvernement sur la satisfaction des revendications des syndicats. Donc on ne va plus revenir là-dessus, sauf qu'on va parler avec M. Hien du manque de service minimum. Il y a un téléspectateur qui demande est-ce que c'est bien que les syndicats aient en grève sans service minimum? Non, c'est difficile d'apprécier comme ça. Et je ne sais pas si les syndicats ont délibérément dit que le service minimum, ils n'y vont pas. Il y a des règles, c'est organisé. Et si c'est mal organisé, on va ressentir qu'il n'y a pas de service minimum. Sinon, je ne suis pas sûr que les responsables du SYNCHA aient délibérément voulu aller en grève sans service minimum. Il faut l'organiser comme je l'ai dit. S'il y a des gens qui refusent ou qui ne veulent pas, donc, malgré les textes réglementaires en la matière, le gouvernement aussi a les voies et moyens pour dénoncer cela. Et Rebecca de Verigadougou dit qu'il faut que vous soyez patient avant de récolter, parce que vous êtes peut-être trop pressé. Et elle dit toujours qu'il y a des fonctionnaires qui touchent trop d'argent alors qu'ils ne travaillent pas. Non, ça, c'est son appréciation. Quand on regarde un peu, effectivement, les gens qui se battent tous les jours pour apporter quelque chose au développement de ce pays. Et nous, les organisations syndicales, on ne défend pas uniquement que les fonctionnaires
qui sont peut-être, je ne sais pas, 10 ou 20% de la population. Nous sommes également préoccupés par tout le secteur informel, tous ces travailleurs qui vont aller aussi pour bénéficier des services, par exemple, des infirmiers. Mais si ces infirmiers-là sont mal logés, mal lotis, ben, la conséquence aussi retombe sur ces travailleurs, sur ces travailleurs indépendants, j'allais dire, du secteur informel qui n'auront pas d'autres aspects. Nous revendiquons, par exemple, aujourd'hui, la santé pour tous est universelle. Et nous tenons à ce que ça ne soit pas que ceux qui travaillent dans le formel, que ça concerne également les travailleurs de l'informel. Nous revendiquons également la question de la protection sociale pour cette partie de la population qui ne sont pas dans le formel et qui ne cotisent pas à la caisse ou à la Carrefour. Tout ça, ça fait partie de notre plateforme. Monsieur Sangou a parlé de nomination et il y a un téléspectateur qui demande si on peut véritablement travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, j'ai coutume de dire aux gens, l'État, c'est pas Roroko, hein. C'est pas un ya. C'est pas parce que vous avez gagné un pouvoir que vous mettez qui vous voulez à la tête des institutions. Puisque l'inefficacité des institutions, ça a un coût. Non pas pour celui qui est au pouvoir, mais pour l'ensemble de la collectivité. Vous insinuez voilà. Que notre gouvernement ce n'est pas ce que... Ya. Non, je parle de celui qui fait une affirmation de ce genre. Je ne parle pas de votre gouvernement. Hein. Premier élément. Deuxième élément, je pense que sur la question du service minimum, il faut souhaiter que ça ne se reproduise pas. Mais j'ai cru comprendre que le syndicat avait fait une déclaration dans laquelle ils avaient dit que le prochain mouvement, ils ne feraient pas du service minimum. Ça témoigne de la nature, de la qualité du dialogue peut-être qu'ils ont eu avec probablement le premier responsable. C'est-à-dire qu'ils avaient atteint probablement un point de rupture, quoi. Et ça, il faut vraiment éviter ça dans le cadre d'un État. Alors, celle qui dit que les fonctionnaires sont... Je pense qu'on exagère un peu. Les fonctionnaires sont payés à ne rien faire. Je dois avouer que la grande majorité des fonctionnaires burkinabés, ce sont des gens qui s'investissent pour ce pays-là, avec le peu de ressources qu'on met à leur disposition, vis-à-vis d'un coût de la vie qui ne fait que... Moi, je vous donne un seul exemple. Hein. Et de ce point de vue, comme c'est un gouvernement social-démocrate, je pense que le gouvernement doit regarder de ce côté. Il faut investir davantage dans les secteurs sociaux. Prenez une ville comme Ouagadougou. Le nombre d'établissements privés est plus élevé que le nombre d'établissements publics de formation. Moi, je vous donne mon exemple personnel. Mes 2 enfants ont eu l'entrée en 6e. Ils ont 11 ans. On les a envoyés au Zenda. Ils vont venir comment au Zenda? Il n'y a pas une école publique digne de ce nom dans la zone où je suis. Conséquence, je suis obligé de débourser de l'argent pour aller payer leur inscription. Et beaucoup de fonctionnaires, à raison de ce que les services publics ont été complètement dégradés entre 90 et là où on est, conséquence, tout le monde se retourne vers le privé. C'est la même chose dans le domaine de la santé. Ce qui fait que finalement, le budget d'une famille, une bonne partie est consacrée à l'investissement dans les questions d'éducation, dans les questions de santé. Du même coup, avec le salaire qu'on a, c'est des problèmes. Donc je pense que le gouvernement doit œuvrer. On ne peut pas lui demander de faire ça aujourd'hui. C'est une situation qu'il est venu trouver. Peut-être que si on investit davantage dans ces aspects, alors du coup, la charge du point de vue des agents, parce que l'argent que les gens demandent là, c'est pour régler leurs problèmes. L'autre aspect, il y a des problèmes techniques qu'on demande de résoudre. Moi, je suis content que le ministre cite ce document parce que j'étais le président de la commission thème des États généraux. C'est nous qui avons produit ce document. Mais les magistrats, je ne veux pas qu'on revienne. Je dis aux gens, ce n'est pas en appauvrissant l'autre que tu t'enrichis. Ce n'est pas en enlevant aujourd'hui aux magistrats ce qu'ils ont obtenu que les autres fonctionnaires vont travailler à améliorer leur situation. Ils l'ont obtenu. Il faut, ça fait partie des droits acquis, il faut travailler à améliorer les choses. Mais les vrais problèmes que les magistrats avaient posés à l'époque, c'est déjà l'environnement de travail. Est-ce que vous savez que si vous partez
au palais, au TGI de Ouagadougou, il n'y a même pas de téléphone. Il n'y a pas de papier pour travailler. Il n'y a pas d'ordinateur pour travailler. Il n'y a pas d'internet, rien. Il en va de même quand vous partez à l'hôpital Yalgado. Mais évidemment, tout ça, on ne va pas dire que c'est le gouvernement MPP. Sauf que il y en a qui ont l'expérience, qui étaient dedans, qui sont dedans. C'est peut-être ça. Sinon, ce n'est pas eux. Ça commence à tirer en longueur. Oui, alors, la question n'a pas été posée ici, mais apparemment, on dit un peu partout que en accédant aux requêtes en réalité des magistrats, c'est parce que beaucoup de hauts responsables du MPP voulaient peut-être déposer un caillou sur leur dossier qui serait en justice. Bon, mais justement, voilà le fond du problème. On veut une chose et son contraire. Bon, l'indépendance de la magistrature aujourd'hui, de la justice aujourd'hui est avérée. Je ne vois pas, en tout cas, ce que vous avez fait comme conclusion, s'il n'y a pas une mise en œuvre de des conclusions de ces assises. Le Conseil supérieur de la magistrature, le président du FASO n'est pas dedans. Le gouvernement n'y est pas dedans. Aujourd'hui, il y a combien de procès que les gens ont commencé pour tenter? Imaginez-vous que la justice aujourd'hui prend une décision, par exemple dans l'affaire de la CAMEC, et il dit à un ministre de ne pas aller à la CAMEC dans ce service qui est sous sa direction, qui trouble l'ordre public. Voilà le gouvernement qui trouble l'ordre public. Ouais. Et les juges ont dit ça de façon indépendante. Donc je ne crois pas qu'il y a une intention de mettre le pied sur des dossiers. Donc en cela, les magistrats doivent prendre leurs responsabilités. Vous avez demandé indépendance, donc il faut bien dire le droit. Donc s'il y a aujourd'hui, j'ai toujours dit, s'il y a aujourd'hui des plaintes par rapport aux dossiers qui sont en justice, je crois qu'il faut regarder plutôt du côté de la justice, qu'il nie pas son indépendance, que de demander du côté du gouvernement. Alors, je voulais dire quelque chose par rapport, effectivement, au cas de ces magistrats. L'état d'esprit du président Roch, lorsqu'il a pris le pouvoir, si vous regardez très bien, il y a des chantiers de la transition qui étaient inachevés. Et il y a des décisions de la transition qui étaient là. Et en bonne foi, il doit les mettre en œuvre. Quand vous voyez le cas des magistrats, on a bien dit que c'est une décision de la transition. Mais la loi 081, c'était une décision de la transition. Mais le budget 2016 a été élaboré par la transition et le président Roch a accepté de mettre ce budget en marche. Et malgré tout, dans ce budget, il n'y avait pas... Donc, quoi que ce soit, et le budget en charge cette loi 081. et pour améliorer les conditions des travailleurs, ils ont dû chercher... Je crois que le président Kafando a accordé une interview là-dessus, mais ce n'est pas le non, sujet ce que je du veux jour. dire, c'est que cette je crois décision... qu'on a épuisé le temps qui nous est... Vous voyez quand même que le imparti. reversement qui coûtait près de 21 milliards, qui n'était pas budgétisé dans le budget 2016 par la transition, le gouvernement Roch quand même a réalisé cela en direction des travailleurs. Donc il y a une volonté, un état d'esprit qui est là. Et je crois que on va s'arrêter là, 2017, c'est l'accélération de la vitesse. Merci, on vous a compris. Merci. Oui, merci à tous. Le temps qui nous est imparti donc est arrivé au terme. Merci à vous qui êtes venus participer à cette émission. Monsieur Éric Bougouma qui est venu représenter le gouvernement. Monsieur Augustin Blaise Diène qui est venu représenter le syndicat. Monsieur Émile Paré du MPP et puis monsieur Abdul Karim Sango qui est enseignant, qui est venu aussi participer à ce débat. Merci en tout cas, parce qu'il y a 2 semaines de cela, on devait avoir un débat ici. Malheureusement, à la dernière minute, les invités se sont tout de suite rétractés. Donc malheureusement, on n'a pas pu... Comme quoi, très souvent, on accuse la RTB de ne pas organiser les débats, mais très souvent, on n'a pas de débatteurs sur le plateau. Voilà. Merci à vous tous qui êtes venus. Je voudrais faire une précision de taille parce qu'on m'a soufflé qu'il y a certains internautes qui voudraient qu'on donne des cartons rouges. Ce n'est pas notre rôle. Donc nous sommes là juste pour modérer les débats. On n'a pas naturellement de militaires pour savoir qui parle plus que l'autre. Malheureusement, on ne peut pas faire l'égalité maximale. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'essentiel, je crois qu'on s'est compris. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On espère que vous avez retenu quelque chose de ce débat en tout cas. Merci et bonne suite de programme sur la RTB.